Avez-vous déjà entendu parler du célèbre film d'horreur Scream? Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue. Je vais simplement vous parler de l'idée générale. Ce film raconte l'histoire d'un homme portant un masque et tuant des gens de manière très brutale. Ce qui est surprenant, c'est que l'intrigue du film est inspirée d'une histoire vraie, c'est-à-dire qu'elle s'est réellement produite dans notre monde. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Comme d'habitude, l'histoire contient des événements très effrayants, alors préparez-vous à ce que vous allez entendre. Bonjour, je m'appelle Pierre et bienvenue sur la chaîne Mister Pierre. Tout d'abord, pour les nouveaux qui visitent la chaîne pour la première fois, si vous êtes amateur d'histoires vraies, cette chaîne est faite pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, chaque lundi et jeudi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle histoire. Bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Il était une fois une jeune fille nommée Christine Powell. Elle avait obtenu son baccalauréat en 1990 et avait déposé une demande d'admission dans une université à Gainesville, en Floride. Comme c'était son rêve, Christine attendait la réponse avec impatience. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle reçoive une lettre d'acceptation de l'université, et je ne peux pas vous décrire la joie qu'elle ressentait, ainsi que celle de sa famille, surtout son père, qui, en entendant la nouvelle, alla lui acheter un collier en or en guise de cadeau. Depuis qu'il lui a offert, Christine le portait toujours. Le 26 août 1990, Christine prépara toutes ses affaires pour emménager dans un appartement situé près de l'université à Gainesville. Après avoir fini les préparatifs, elle monta en voiture avec ses parents et ils prirent la route vers cet appartement. L'appartement était situé dans un bel endroit réservé exclusivement aux étudiants. Christine était extrêmement enthousiaste car elle allait y vivre avec sa meilleure amie, Sonia, qui avait alors 18 ans et qui avait également été acceptée à l'université de Gainesville. Christine arriva la première avant son amie et peu après, Sonia arriva avec ses parents aussi. Dès qu'elles se rencontrèrent, Christine et Sonia s'étreignirent chaleureusement. Ensuite, elles dirent au revoir à leurs parents, qui allaient rentrer chez eux. Le même jour, Christine et Sonia allèrent acheter quelques provisions. En rentrant vers l'appartement, Christine passa un appel depuis une cabine téléphonique pour demander à ses parents s'ils étaient bien arrivés chez eux. Ils lui répondirent qu'ils étaient bien arrivés et lui demandèrent aussi son avis sur l'endroit où elle allait vivre. Christine leur dit qu'elle était très à l'aise et heureuse d'être avec son amie. Avant de raccrocher, elle leur promit de les appeler le lendemain pour leur donner des nouvelles. Mais le lendemain, précisément le 27 août 1990, Christine ne téléphona jamais à ses parents. Ses parents attendirent son appel toute la journée, mais elle ne les appela pas. Ils ne pouvaient pas non plus la joindre, car le téléphone fixe n'était pas encore installé, et il n'y avait pas de téléphone portables à l'époque, car nous parlons de l'année 1990. Bien qu'il soit sans nouvelles de Christine tout le matin, ses parents tentèrent de se convaincre qu'elle allait bien, et qu'elle était peut-être sortie avec ses amis et avait oublié de les appeler. Ce jour-là, les parents de Christine prévoyaient de lui rendre visite le soir pour l'aider à organiser ses affaires. En arrivant à Gainesville, les parents de Christine se sont rendus directement à la résidence où logent leur fille, Christine, et son amie Sonia. Dès leur arrivée à l'appartement, ils ont remarqué plusieurs petites notes accrochées à la porte. Ces notes avaient été laissées par des amis de Christine et Sonia venus leur rendre visite sans les trouver. Ils avaient écrit sur ces notes qu'ils étaient passés à l'appartement mais n'avaient trouvé personne. À ce moment-là, l'inquiétude a commencé à envahir les parents de Christine. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte, mais personne n'a répondu. Le père de Christine a collé son oreille à la porte pour écouter s'il y avait un quelconque bruit, mais il n'a rien entendu. Les parents de Christine sont alors descendus immédiatement au bureau du gardien responsable de la résidence pour lui expliquer la situation. Ils lui ont expliqué que Christine leur avait dit qu'elle les appellerait, mais elle ne l'avait pas fait, et qu'en venant la voir, personne ne leur avait ouvert la porte. Ils ont demandé au gardien d'ouvrir la porte de l'appartement de leur fille avec le double des clés qu'il avait en sa possession, car le gardien devait posséder un jeu de clés de tous les appartements dont il était responsable. Le gardien leur a répondu qu'il ne pouvait ouvrir l'appartement sans l'accord de son supérieur. Ils sont donc allés voir le directeur et lui ont également expliqué la situation et leur état d'anxiété. Finalement, le directeur a accepté d'ouvrir l'appartement, mais à condition que la police soit présente. Lorsque la police a été contactée, un agent est arrivé sur place en moins de 10 minutes. Avant de monter pour ouvrir la porte de l'appartement, le policier a demandé aux parents de Christine de rester en bas et de ne pas monter tant qu'il ne les en informerait pas. Le policier est monté accompagné du directeur et du gardien jusqu'au 2e étage où se trouvait l'appartement de Christine et Sonia. Le gardien a sorti son trousseau de clés et a cherché la clé de l'appartement.
Une fois qu'il l'a trouvé, il a ouvert la porte. Le policier est entré en premier et, dès son entrée, il a aperçu dans l'entrée un canapé placé dans une direction inhabituelle. Le gardien et le directeur sont ensuite entrés, appelant Christine et Sonia, pensant qu'elles étaient peut-être endormies ou autre chose du genre. Ils se sont lentement dirigés vers le canapé, et à mesure qu'ils s'en approchaient, ils ont été horrifiés par la scène qui se trouvait là. La scène était si choquante que le gardien est sorti précipitamment en criant et s'est mis à courir vers l'étage inférieur où se trouvaient les parents de Christine et a commencé à vomir. En voyant le gardien dans cet état, les parents de Christine ont immédiatement compris que quelque chose de grave était arrivé à leur fille. Ils ont donc monté rapidement à l'étage supérieur. À leur arrivée, le policier et le directeur ont tenté de les empêcher d'entrer, mais rien n'aurait pu les arrêter à ce moment-là. Ils entrèrent dans l'appartement et commencèrent à chercher. Et lorsqu'ils s'approchèrent du canapé, le choc fut immense pour les parents de Christine. Ils trouvèrent leur fille Christine morte, avec l'abdomen ouvert et complètement nue, exposée de manière à ce que ses parties intimes soient visibles, ce qui laissait penser que la personne qui l'avait tuée avait délibérément positionné son corps ainsi pour révéler sa nudité à quiconque la trouverait. La scène était horrifiante et restera gravée dans la mémoire de ses parents jusqu'à leur dernier souffle. Un policier tenta de faire sortir les parents de Christine de l'appartement car il était désormais le théâtre d'un crime et il ne fallait pas qu'il touche quoi que ce soit. Finalement, il réussit à les faire sortir avec difficulté. Après leur départ, le policier retourna dans l'appartement pour chercher son amie Sonia. En arrivant dans la chambre, il poussa la porte et trouva Sonia également morte et nue, exposée de la même manière que Christine. Le policier sortit rapidement et se dirigea vers sa voiture pour appeler ses collègues et leur demander de se rendre sur les lieux, car il y avait là un meurtre d'une violence extrême. La police arriva et commença à fouiller minutieusement l'appartement. La première chose qu'ils trouvèrent fut des marques d'un outil métallique ou d'un tournevis sur le seuil de la porte, indiquant que l'auteur avait utilisé un tournevis pour forcer l'entrée. Près du corps de Christine, ils trouvèrent une serviette et des produits de nettoyage, suggérant que le criminel avait tenté de nettoyer le corps de Christine et les endroits qu'il avait touchés pour effacer ses empreintes. Des traces de ruban adhésif étaient également présentes sur les poignets de Christine, bien que le ruban lui-même n'était pas là, indiquant que l'auteur l'avait attaché puis enlevé le ruban après l'avoir tuée, pour la placer dans cette position exposée. En outre, il apparut que Christine avait été agressée sexuellement, tandis que Sonia n'avait pas subi le même traitement. La cause du décès pour les deux était l'étranglement. Après avoir terminé l'inspection, la police en conclut que l'auteur avait ciblé ces jeunes filles intentionnellement et que, s'il n'était pas rapidement appréhendé, il pourrait commettre d'autres crimes. 12 heures avant la découverte des corps de Christine et Sonia, le corps d'une autre jeune femme, prénommée Christa Hoyt, avait été retrouvé. Christa, âgée de 18 ans, vivait également à Gainesville et étudiait au Santa Fe Community College, à proximité de l'université où étudiaient Christine et Sonia. Elle aspirait à travailler au FBI après avoir terminé ses études en médecine légale et travaillait à temps partiel dans le service des archives d'un poste de police. Christa était connue pour son sérieux et sa discipline. Elle ne manquait jamais ni ses cours ni son travail. Pourtant, le jour de son meurtre, elle ne s'était pas présentée à son poste, ce qui alarma ses collègues au poste de police. Un policier décida alors de se rendre chez elle, où elle vivait seule, pour s'assurer qu'elle allait bien. À son arrivée, il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il essaya de jeter un coup d'œil par les fenêtres, mais la maison était plongée dans l'obscurité. En se dirigeant vers une fenêtre ressemblant à une porte avec les rideaux légèrement soulevés, il tenta de regarder à l'intérieur à l'aide de sa lampe de poche. Et là, il fit une découverte macabre. Il aperçut un corps sans tête dans la pièce. Le policier appela immédiatement ses collègues. Et lorsqu'ils arrivèrent et ouvrirent la porte de la maison, ils confirmèrent que le corps appartenait à Christa. Elle avait été placée dans une position où sa nudité était exposée, avec la tête coupée et positionnée de façon à paraître fixer le corps. Comme d'habitude, la police a fouillé la maison et a trouvé sur le seuil de la porte les mêmes marques de tournevis que celles trouvées à l'entrée de l'appartement de Sonia et Christine, en plus de traces de ruban adhésif sur les mains de Christa, bien que le ruban lui-même ne soit plus présent. Grâce à l'autopsie, il a été révélé que Christa avait subi une agression sexuelle avant d'être tuée. Ainsi, il y avait maintenant 3 victimes tuées de la même manière. Christine, Sonia et Christa. Et le meurtrier était toujours en liberté. Pour clarifier davantage, Christa habitait dans le même quartier que Christine et Sonia, c'est-à-dire à proximité de chez elle. La police avait retrouvé le corps de Christa en premier, bien que Christine et Sonia aient été tuées avant elle. La police faisait donc face à un tueur en série extrêmement violent. Et si on ne l'arrêtait pas, il continuerait à commettre des crimes graves.
La solution qui leur parut alors appropriée était de rendre publique cette affaire dans les médias, en informant la population de la présence d'un tueur en série ayant tué 3 jeunes femmes qui étaient toujours en liberté et non identifiées. Le jour où les corps de Christine et Sonia furent découverts, la nouvelle fut diffusée et la police conseilla aux citoyens de faire preuve de vigilance, de verrouiller leurs portes et déconseilla aux jeunes femmes de sortir seules la nuit, leur recommandant de rester en groupe dans des endroits sûrs. La nouvelle se répandit dans toute la ville et tout le monde craignait pour leur sécurité et celle de leurs proches, particulièrement les étudiants. Les gens commencèrent à se précipiter dans les magasins pour acheter de nouvelles serrures, des couteaux, des pistolets et des pistolets électriques, ou tout ce qui pouvait leur donner un sentiment de sécurité. Les jeunes femmes étaient terrifiées et n'osaient plus sortir seules par peur. La police patrouillait en grand nombre autour de la ville, essayant de montrer sa présence pour dissuader le meurtrier de commettre un autre crime. Mais malgré tous ces efforts, aucune avancée n'était réalisée. Le jour suivant, lundi 27 août 1990, une jeune femme nommée Lisa Byers, dans la vingtaine, qui ne résidait pas à Gainesville, appela son amie proche, Tracy Boulos, qui y habitait. Tracy étudiait également à l'Université de Floride et vivait près de l'endroit où les 3 jeunes femmes avaient été tuées. Ce jour-là, Lisa appela Tracy pour lui dire qu'elle avait vu les nouvelles et entendu parler des événements de Gainesville et que la situation était effrayante. Elle lui demanda de faire attention. Tracy répondit « Oui, cela m'a beaucoup effrayée et je suis triste pour les 3 jeunes femmes qui ont été tuées. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, car mon colocataire me protégera. » Tracy vivait avec un jeune homme nommé Manny Taboda, âgé de 23 ans, grand et bien bâti. Ils étaient de très proches amis, mais aucune relation amoureuse ne les liait. Lorsque les nouvelles des meurtres se propagèrent en ville, Manny dit à Tracy « Il n'y a pas de quoi avoir peur, je serai toujours à tes côtés et je te protégerai. » Tracy partagea cela avec Lisa, ajoutant « Ne t'inquiète pas pour moi, Lisa, car Manny est avec moi et veillera à ma sécurité. » Lisa, rassurée, lui répondit « Cela me fait plaisir de l'entendre. » Puis elle lui rappela de fermer la porte et de ne sortir seule qu'en cas de nécessité. Enfin, Lisa demanda à Tracy de l'appeler le soir, après être rentrée de l'université, pour la rassurer. La nuit tomba, et Lisa s'installa près du téléphone fixe, attendant l'appel de Tracy pour la rassurer. Mais celle-ci n'appela pas. Lisa a commencé à appeler son amie, mais Tracy n'a pas répondu. Lisa a donc essayé de se convaincre que son amie allait bien, pensant que Manny la protégerait. Ensuite, elle est allée se coucher. Le matin, en se réveillant, la première chose qu'elle a faite a été d'essayer de joindre Tracy de nouveau. Mais elle n'a pas répondu. Lisa a alors contacté un autre ami commun, Tommy, et lui a demandé d'aller chez Tracy pour vérifier qu'elle et Manny allaient le bien, puisque Tracy ne répondait pas à ses appels. Tommy a accepté et s'est rendu immédiatement chez Tracy. 20 minutes plus tard, Tommy a appelé Lisa en criant, ayant découvert une scène d'horreur. Quand la police est arrivée à l'appartement de Tracy et Manny, ils ont trouvé Tracy assassinée, poignardée à mort, nue et dans une position qui exposait son intimité. Ils ont relevé des traces de ruban adhésif sur ses poignets, bien que le ruban ait été retiré après le crime. Dans le salon, ils ont trouvé le corps de Manny sur le canapé, également poignardé à mort, mais habillé et sans position compromettante. Ils ont aussi découvert des traces de tournevis sur la porte de l'appartement, ce qui suggérait que quelqu'un l'avait ouverte de cette manière. Cette nouvelle a été diffusée dans les médias, portant ainsi le nombre de victimes de 3 à 5. L'une de ces victimes était un homme grand et fort, tué aussi facilement que les 4 autres jeunes femmes. Les habitants de Gainesville ont été choqués et pris de panique. Ils se demandaient si un jeune homme aussi robuste avait été tué si facilement. Cela signifiait qu'il n'y avait rien pour les protéger. Même la police, qui patrouillait en grand nombre, ne pourrait assurer leur sécurité. Le lendemain, mercredi 29 août 1990, des centaines d'étudiants universitaires ont fait leurs bagages et quitté la ville, abandonnant leurs études et tout le reste. Ils ne pensaient plus à l'avenir ni à rien d'autre. Ils aspiraient seulement à vivre en paix et à dormir sereinement la nuit. Même ceux qui ne souhaitaient pas partir ont été emmenés de force par leurs parents, car la vie de leurs enfants était devenue plus importante que les études et l'université. La police a collaboré avec le FBI et a organisé des patrouilles, non plus par dizaines, mais par centaines, parcourant la ville à pied, en voiture et même en hélicoptère. Pour les habitants, chaque personne suspecte pouvait être le tueur. Ils appelèrent la police pour les en informer. Finalement, la police a remarqué qu'un nom revenait souvent, indiquant que les habitants soupçonnaient fortement cette personne d'être le meurtrier des 5 étudiants. Ce suspect s'appelait Edam Freeze, âgé de 19 ans et étudiant à l'Université de Floride. Ces derniers jours, il avait frappé sa grand-mère au visage.
Il a été arrêté au bon moment, car la police cherchait un motif pour l'inculper et l'interroger. Après enquête, la police a trouvé de nombreuses preuves suggérant qu'Id pourrait être le coupable. Il était connu pour son comportement violent, car il avait agressé sa grand-mère sans la moindre compassion malgré son âge avancé. En plus de cela, les personnes qu'il connaissait ont affirmé qu'en plus de son agressivité, Id portait toujours un couteau qu'il cachait dans son pantalon. Certains témoins l'ont aperçu errant près d'une forêt située à proximité des résidences étudiantes. Les mêmes résidences où 5 étudiants ont été assassinés. Troisièmement, son apparence ressemblait à celle des tueurs en série, avec de nombreuses cicatrices sur le visage et un regard endormi dû à sa consommation de drogue. Au tribunal, il s'est mis à rire devant les caméras et a fait des gestes malveillants. De plus, le fait qu'après son arrestation tous les meurtres dans la ville aient cessé était notable. Cependant, lorsque la police a prélevé un échantillon de son sang pour déterminer son groupe sanguin, elle a constaté que le groupe sanguin d'Id était A, tandis qu'un échantillon de sang retrouvé sur la scène de crime d'une des victimes appartenait au groupe B. Malgré cela, cela n'a pas suffi à innocenter Id, car la police a déclaré qu'il pourrait y avoir un autre complice avec lui, aidant Id à tuer les étudiants, et que ce complice aurait le groupe sanguin B. Malgré tout cela, la police était perplexe, car il n'y avait pas de preuves solides prouvant qu'Id était le coupable. Le Bureau des enquêtes fédérales a donc proposé à la police d'utiliser un programme appelé VCAP, un logiciel qui, en entrant les détails d'un crime, peut révéler tous les crimes similaires. Cela permettrait à la police de trouver des crimes analogues et d'obtenir plus de preuves. La police a donc entré soigneusement les informations concernant les 5 meurtres des étudiants, et le programme a révélé un crime qui ressemblait beaucoup à ces meurtres. Ce crime avait eu lieu dans une autre ville nommée Shreveport, en Louisiane, en 1989, où 3 membres d'une même famille avaient été tués. Cette ville était connue pour son haut niveau de sécurité, à tel point que les habitants laissaient leurs portes déverrouillées. Mais le 3 février 1989, tout a changé. Un enfant nommé Sean Grayson a été amené chez son grand-père pour fêter son anniversaire, car il allait avoir 8 ans ce jour-là. Son grand-père, Tom, vivait seul avec sa fille Julie, âgée de 24 ans à l'époque et étudiante à l'université. Lorsque Sean est arrivé, son grand-père Tom était très heureux et demanda à la mère de Sean de le laisser passer le week-end avec lui. La mère de Sean accepta cette proposition. 2 jours passèrent, vendredi et samedi, et la mère de Sean n'avait pas eu de nouvelles de son fils ni de son grand-père. Cependant, le dimanche soir, elle tenta de les appeler pour savoir comment son fils avait passé le week-end avec son grand-père, mais personne ne répondit. Elle se dit alors qu'il reviendrait le lendemain, pensant que Tom ramènerait son petit-fils tôt le lundi matin pour qu'il puisse aller à l'école. Ensuite, elle s'endormit. Le lendemain, où Tom était censé ramener son petit-fils Sean à sa mère tôt le matin, car il devait aller à l'école, ni le grand-père ni le petit-fils ne se sont présentés. La mère a pensé que Tom avait peut-être directement emmené Sean à l'école. Lorsqu'elle a appelé l'école pour demander si Sean était arrivé, ils lui ont répondu qu'il n'était pas présent. À ce moment-là, la mère a commencé à s'inquiéter et a décidé de contacter un voisin de Tom qu'elle connaissait, pour lui demander de se rendre chez Tom et vérifier si tout allait bien. Le voisin a accepté, et en arrivant chez Tom, il a remarqué que les voitures de Tom et Julie étaient toutes deux présentes, ce qui signifiait que personne n'était parti de la maison. Il a également remarqué 2 journaux des jours de samedi et dimanche laissés devant la porte, sachant que Tom ne passait jamais une journée sans lire son journal chaque matin. Malgré tout, le voisin a continué de frapper à la porte, mais personne ne lui a ouvert. Il s'est donc dirigé vers la porte du garage qu'il a trouvée ouverte. En entrant par cette porte, il a découvert une autre porte menant à l'intérieur de la maison. En franchissant cette porte, il a aperçu le corps de Tom allongé par terre, mort et baignant dans son sang. Naturellement, le voisin a pris peur, est sorti en courant et a appelé la police. À leur arrivée, les agents ont trouvé Tom mort près de la porte de la cuisine, portant des blessures causées par des coups de couteau. Dans le salon, ils ont également découvert Sean, le petit-fils de 8 ans, également tué de la même manière, poignardé jusqu'à la mort. À l'étage, ils ont trouvé Julie, également morte, entièrement nue et dans une position très compromettante. Après l'autopsie, il a été révélé qu'elle avait subi une agression sexuelle avant d'être tuée. La police a fouillé minutieusement la maison, mais n'a trouvé aucun indice permettant de remonter jusqu'au meurtrier ou de déterminer son identité, laissant ainsi l'affaire non résolue. En examinant les détails de cette affaire, la police a conclu que, sans aucun doute, la personne ayant commis ce crime était la même qui avait tué les étudiants universitaires, car la position dans laquelle Julie a été retrouvée ressemblait à celle des autres étudiantes tuées.
De plus, le groupe sanguin de l'agresseur trouvé chez Tom correspondait à celui trouvé dans la maison d'une des étudiantes universitaires tuées, à savoir B. La police n'a pas divulgué ces informations, préférant les garder secrètes, mais quelqu'un les a divulguées à la presse, révélant que la personne qui avait tué cette famille, le grand-père, sa fille et son petit-fils, était la même qui avait tué les étudiants universitaires. Cette nouvelle a semé la panique de nouveau, révélant que le meurtrier ne se limitait pas à la ville de Gainesville, mais se déplaçait dans tout l'État de Floride. La police a ressenti de la colère pour deux raisons. D'abord, elle a réalisé qu'une personne de son service divulguait des informations à la presse. Ensuite, elle craignait que le meurtrier ait peut-être vu les nouvelles et compris les plans de la police, devinant également leurs mouvements. Cependant, cette fuite a finalement été bénéfique pour la police. Peu de temps après la propagation de cette information comme une traînée de poudre, une femme nommée Cindy a contacté la police. Cindy vivait dans la ville de Shreveport, où le grand-père, sa fille et son petit-fils avaient été tués. Elle a informé la police qu'elle soupçonnait un homme qui pourrait être responsable de tous ces crimes, leur indiquant que cet homme s'appelait Danny Rolling et qu'il devait examiner son passé en détail, parce que Danny était chez Cindy à Shreveport au moment où Tom, sa fille et son petit-fils ont été tués. Cindy ajouta que Danny était venu chez elle un jour et s'était assis avec elle et son mari. Lorsque Danny partit, le mari de Cindy l'accompagna dehors. À ce moment-là, Danny lui dit « J'ai un problème. J'aime poignarder les gens avec des couteaux. » En entendant cela, le mari de Cindy retourna à l'intérieur et lui rapporta la conversation. Ils décidèrent alors de se rendre immédiatement chez Danny pour lui demander de ne plus s'approcher de leur maison. Danny leur répondit qu'il quitterait bientôt Shreveport pour s'installer dans une autre ville, appelée Jonesville, où il comptait passer son temps à observer de belles jeunes filles. Jonesville était connu pour ses nombreuses universités fréquentées par des étudiants venus de tous les États-Unis. Cindy ajouta que Danny portait toujours un grand couteau dissimulé dans son pantalon lorsqu'il se promenait. Quand la police demanda à Cindy si elle pensait que Danny était capable de tuer 8 personnes, elle répondit par l'affirmative. La police porta alors toute son attention sur Danny et commença à enquêter sur sa vie. Ils découvrirent qu'il avait eu une enfance extrêmement difficile, son père étant très violent et le battant régulièrement. En grandissant, Danny s'était engagé dans l'armée, mais il en avait été renvoyé en raison de son instabilité mentale. Après son expulsion, Danny commença à voler des gens et des magasins sous la menace d'armes, étant souvent arrêté, et passa la majorité des années 1980 en prison. En 1989, à sa sortie de prison, il s'installa à Shreveport pour vivre chez ses parents, mais ces derniers refusèrent, lui demandant d'aller ailleurs. Danny insista cependant pour vivre avec eux, ce qu'il fit finalement. Un jour, une violente dispute éclata entre Danny et son père, à tel point que ce dernier brandit une arme en lui disant « Éloigne-toi de moi et quitte ma maison ». Cela mit Danny dans une rage folle. Il récupéra une arme dans sa voiture et tira directement sur son père. Par chance, celui-ci survécut. Lorsque la police vint arrêter Danny, ils ne purent le retrouver car il avait disparu. Pendant que la police examinait la vie de Danny, un enquêteur se rappela d'un détail et demanda aux autres agents présents « Vous vous souvenez de la banque qui a été braquée la même semaine où les 5 étudiants ont été tués ? Nous n'avons jamais trouvé le coupable. » En effet, un homme masqué avait attaqué une banque à Jonesville cette même semaine, armé et menaçant le personnel en disant « Donnez-moi tout l'argent que vous avez, sinon je tuerai quelqu'un. » La femme qui travaillait là-bas commença à rassembler de l'argent dans un sac, et sans que Danny ne le remarque, elle glissa un dispositif de sécurité dans le sac. Ce dispositif, une fois activé, teintait l'argent de couleur rouge ou bleue, rendant les billets inutilisables. De nombreux voleurs ignorent ce genre de dispositif, mais lorsqu'ils essaient de dépenser l'argent volé, ils sont facilement démasqués. Danny prit le sac d'argent et se dirigea vers la forêt. Lorsque la police arriva, elle suivit sa trace et pénétra également dans la forêt pour le retrouver. Après une recherche approfondie, ils découvrirent une tente dissimulée entre les arbres. À l'intérieur, ils ont trouvé l'argent volé, taché de rouge, ainsi qu'un tournevis et un petit magnétophone contenant une cassette. À ce moment-là, la priorité des policiers était d'appréhender le tueur en série qui s'en prenait aux étudiants universitaires, leur principale préoccupation, tandis que le vol de la banque était relégué au second plan. La police s'efforçait donc avant tout de trouver un moyen de capturer le tueur et laissait de côté l'affaire du vol pour plus tard. Les policiers ont rassemblé tout ce qu'ils avaient trouvé dans la tente de Danny, l'ont mis dans des sacs et l'ont emporté au service des preuves, sans écouter la cassette. Pendant qu'ils examinaient le dossier de Danny et son passé, un enquêteur s'est souvenu de cette affaire et leur a dit « Peut-être que Danny a commis ce vol, car il a déjà braqué des banques auparavant et a un casier dans ce domaine. » Un autre détail,
le vol s'était produit la même semaine que le meurtre des 5 étudiants. Suite à cette remarque, les policiers se sont précipités au service des preuves et ont sorti tout ce qu'ils avaient trouvé dans la tente. En fouillant, ils ont pris la cassette mentionnée plus tôt, l'ont placée dans un magnétophone et ont appuyé sur lecture. À leur grande surprise, ils ont entendu une voix chantant « Je suis le tueur en série que tout le monde recherche ». La voix expliquait comment il tuait les gens facilement avec un couteau et, à la fin, l'individu s'identifiait « Je m'appelle Danny Roulin ». Autrement dit, l'homme qui avait tué les 5 étudiants campait dans la forêt près du campus universitaire. En outre, le tournevis trouvé par la police dans la tente correspondait en taille aux marques de vis qu'ils avaient relevées sur les portes des 5 victimes. De plus, lorsqu'ils ont vérifié le dossier militaire de Danny, ils ont découvert que son groupe sanguin était B, identique à celui trouvé sur une scène de crime. La police avait désormais suffisamment de preuves pour arrêter Danny. Quand ils sont allés le chercher, ils l'ont trouvé déjà en détention pour vol, ce qui leur épargnait de le rechercher. La police a donc ajouté l'accusation de meurtre des 5 étudiants à celle de vol contre Danny. Toutefois, ils n'ont pas pu l'inculper pour le meurtre du grand-père Tom, de sa fille Julie et de son petit-fils Sean, faute de preuves suffisantes. Au départ, Danny a nié toutes les accusations, affirmant qu'il était innocent. Cependant, après 4 ans, précisément en 1994 au cours de son procès, Danny a changé de version et a avoué être le meurtrier des 5 étudiants. Peu après, il a également confessé avoir tué le grand-père Tom, sa fille Julie et son petit-fils Sean. Il a expliqué au juge qu'il avait commis ces crimes pour devenir célèbre, à l'instar de Ted Bundy. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire du tueur en série Ted Bundy. Pour ceux qui souhaitent la connaître, activez simplement la cloche pour recevoir l'histoire de Ted Bundy et d'autres récits. Quoi qu'il en soit, Danny a tout avoué, détaillant l'ensemble de ses crimes. Revenons au vendredi 3 novembre 1989, le jour où la mère de Sean l'a emmené chez son grand-père Tom pour célébrer l'anniversaire de son petit-fils Sean. Ce jour-là, Danny avait été licencié de son emploi de serveur dans un restaurant, ce qui l'avait rendu furieux et dans un état psychologique fragile. En se promenant dans le quartier, il se parlait à lui-même en disant « La seule chose qui me soulagera de cette colère, c'est de tuer quelqu'un. » Vers 6 heures du soir, il s'est retrouvé devant une maison où il apercevait des gens à l'intérieur se disant « Je vais tuer tout le monde dans cette maison. » Il s'est approché de la porte, qu'il a trouvée ouverte. Il a sorti le couteau qu'il portait toujours sur lui et est entré dans le salon où se trouvait Sean, qui avait alors 8 ans, en train de regarder la télévision. Sans hésiter, Danny s'approcha de lui et commença à le poignarder jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, il se dirigea vers la cuisine où le grand-père Tom préparait le dîner, l'attaqua et commença à le poignarder jusqu'à ce qu'il meure aussi. Puis, Danny monta à l'étage vers Julie, qui venait de terminer sa douche et se préparait pour assister à un mariage. Alors qu'elle se coiffait devant le miroir, elle vit Danny à travers le miroir et se retourna, effrayée. Danny s'approcha de Julie et lui dit « J'ai tué l'homme âgé et le petit garçon. Et si tu ne fais pas ce que je te demanderai, je te tuerai aussi. » Bien sûr, Julie commença à faire ce que Danny lui ordonnait. Il lui attacha les mains avec du ruban adhésif, abusa d'elle sexuellement, puis la poignarda jusqu'à ce qu'elle meure. Après cela, il enleva le ruban adhésif de ses mains, le mit dans sa poche, lui ôta ses vêtements et plaça son corps dans une position qui découvrait ses parties intimes. 10 mois passèrent depuis cet incident, et en août 1990, après une dispute avec son père au cours de laquelle il tira sur lui, Danny décida de se rendre à Gainesville, car il avait toujours rêvé d'y aller, sachant que Gainesville était une ville pleine d'étudiantes. Lorsqu'il y arriva, il monta une tente dans une grande forêt près de la résidence des étudiants, et il passait la plupart de son temps là-bas, ne sortant que pour voler. Le 23 août, alors que Danny était assis dans cette tente, il ressentit soudain une envie intense de tuer, et se dit « Je dois satisfaire ce désir aujourd'hui ». Danny resta assis dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit, puis sortit pour chercher des victimes, emportant avec lui son couteau, son pistolet et son tournevis. Avant de quitter la forêt, Danny se retrouva devant une résidence qui n'était habitée que par des étudiants. Danny observait l'endroit, et là, il vit Christine et Sonia. Il continua à les observer, cherchant le logement dans lequel elles allaient entrer. Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, il attendit qu'il soit minuit puis s'introduisit dans la résidence, monta les escaliers et se dirigea vers l'appartement de Christine et Sonia. Il sortit son tournevis et commença à essayer d'ouvrir la porte jusqu'à ce qu'il y parvienne. Lorsqu'il entra, il trouva Christine endormie sur le canapé au milieu de la pièce, tandis que Sonia dormait dans la chambre.
Danny a marqué une pause et a commencé à réfléchir à la question de savoir s'il fallait tuer Christina et l'agresser sexuellement, et tuer Sonia sans l'agresser sexuellement, ou faire l'inverse, c'est-à-dire tuer Sonia et l'agresser sexuellement, et tuer Christina sans l'agresser sexuellement. En fin de compte, Danny a décidé de tuer uniquement Sonia, alors qu'il a décidé de tuer Christine et de l'agresser sexuellement. Danny entra tranquillement dans la chambre de Sonia, portant un petit morceau de ruban adhésif dans une main et un couteau dans l'autre. À un moment donné, il a mis le morceau de ruban adhésif qu'il tenait dans la main sur la bouche de Sonia et a commencé à la poignarder jusqu'à ce qu'elle meure. Puis, il s'est dirigé vers Christine, qui dormait encore, et l'a réveillée. Elle s'est réveillée terrifiée parce qu'un homme étrange se tenait à côté d'elle, les mains tachées de sang. Danny lui dit « Écoute, j'ai tué ton ami, et si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, je te tuerai aussi. » Christine a commencé à pleurer. Alors Danny lui a attaché les mains avec du ruban adhésif, a enlevé ses vêtements, l'a agressée sexuellement, puis l'a poignardée jusqu'à ce qu'elle meure. Il a placé son corps dans une position qui exposait ses parties intimes. Après cela, il est retourné vers Sonia, lui a également enlevé ses vêtements et l'a placée dans une position qui révélait également ses parties intimes. Puis Danny quitta l'appartement et ferma la porte derrière lui. Danny retourna à sa tante heureux et fier de ce qu'il avait fait, mais il avait toujours envie de tuer. Après 8 heures passées dans sa tente, il n'en pouvait plus, alors il repartit à la recherche d'une autre victime. Alors une jeune fille lui apparut, revenant chez elle, et il comprit qu'elle vivait seule. Cette fille était Krista Hewitt. Danny a donc décidé de se promener un petit moment jusqu'à ce que l'atmosphère se calme et qu'il puisse recommencer à la tuer. Lorsqu'il revint et ouvrit la porte à l'aide de son tournevis en constante évolution, il trouva la maison vide, et Krista n'était pas là. Au lieu de partir, Danny a décidé de l'attendre, alors il s'est caché dans son placard. À 10 heures du matin, Krista rentra chez elle et Danny sortit du placard, son couteau à la main. Il a commencé à la menacer en disant « Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te tuerai ». Il lui a attaché les mains avec du ruban adhésif et l'a agressée sexuellement, puis l'a poignardée jusqu'à ce qu'elle meure. Il a placé son corps dans une position qui exposait ses parties intimes. Après cela, il est retourné à sa tente, mais a découvert qu'il avait oublié son portefeuille dans l'appartement de Krista. Danny est revenu et a trouvé le portefeuille, et avant de quitter l'appartement, une idée lui est venue à l'esprit, et il a dit « Peut-être que ce serait mieux si je lui coupais la tête. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a coupé la tête de Krista et l'a placée sur sa coiffeuse dans une position comme si sa tête regardait son corps. Puis, il est allé à sa tente avec fierté. Krista a été retrouvée avant Sonia et Christine, bien que Danny ait d'abord tué Sonia et Christine, et lundi, qui était le 27 août 1990, seulement 2 jours après avoir tué les 3 filles, c'est-à-dire Sonia, Christine et Krista. Danny est sorti de la forêt et a commencé à chercher de nouvelles victimes. Il se retrouva bientôt devant une autre maison habitée par des étudiants. Comme d'habitude, il ouvrit la porte à l'aide d'un tournevis et lorsqu'il entra, il trouva Manny endormi sur le canapé. Sans hésitation, Danny s'est dirigé vers lui et a commencé à le poignarder jusqu'à ce qu'il meure. Pendant ce temps, la fille qui vit avec lui, Tracy, prenait une douche. Elle entendit du bruit et sortit rapidement pour voir ce qui se passait. Elle a vu Danny poignarder le jeune homme qui vivait avec elle, Manny, alors Tracy a rapidement couru vers sa chambre et a fermé la porte. Après que Danny ait fini avec Manny, il s'est dirigé vers la porte de la chambre de Tracy et a commencé à la pousser et à essayer de l'ouvrir, pendant qu'elle criait de l'intérieur et le suppliait de la laisser vivre. À la fin, Danny a réussi à ouvrir la porte. Et quand il est entré, Tracy, terrifiée, lui a demandé « Êtes-vous l'homme qui tue des étudiants ?» Danny a répondu « Oui, je le suis. » Alors il lui dit « Si tu fais ce que je te demande, je ne te tuerai pas. » Tracy a cru à son mensonge, alors il lui a attaché les mains avec du ruban adhésif, l'a agressé sexuellement, puis l'a tué et l'a placé dans une position qui révélait ses parties intimes. Danny quitta les lieux et le lendemain, il braqua une banque. Cependant, il ne profita pas de l'argent en raison de l'appareil que la préposée à la banque avait mis avec l'argent, qui explosa avec la peinture et endommagea l'argent. Après 1 mois, Danny tenta de voler une autre banque, mais cette fois-ci, la police l'arrêta. Et lorsqu'elle apprit que Danny était le tueur en série qu'elle recherchait, il avoua tous ses crimes. Le tribunal le condamna à mort. Après 16 ans, c'est-à-dire le 25e octobre 2006, la peine de mort fut exécutée. Danny était calme avant son exécution et ne présenta aucune excuse aux familles des victimes qui étaient venues assister à sa mise à mort. Avant de quitter ce monde, on lui demanda ce qu'il voulait dire en dernier, et il se mit à chanter un hymne religieux. 13 minutes plus tard, la mort de Danny fut annoncée
et ainsi prit fin la vie de Danny Rolling. Quant au jeune homme nommé Aiden Freeze, qui avait été arrêté pour avoir frappé sa grand-mère et pour qui la police suspectait qu'il était le tueur en série, il fut libéré après 10 mois de détention. C'était l'histoire du jour. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin et nous nous retrouverons dans une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.